Charles Haanel, la clé de la maîtrise. Deuxième partie. Nos difficultés sont dues en grande partie aux idées confuses et à l'ignorance de nos préférences véritables. Notre tâche consiste à découvrir les lois de la nature auxquelles nous devons nous adapter. Une pensée claire et une perspicacité morale ont donc une valeur incalculable. Tous les processus, même ceux de la pensée, reposent sur des bases solides. Plus les sensibilités sont vives, le jugement aigu, le goût délicat, les sentiments moraux raffinés, l'intelligence subtile, l'aspiration élevée, et plus intenses et pures sont les satisfactions qu'offre l'existence. Par conséquent, c'est l'étude de ce qui a été le mieux pensé au monde qui procure le plaisir suprême. Les pouvoirs, utilisations et possibilités de l'esprit, selon les nouvelles interprétations, sont incomparablement plus merveilleux que l'accomplissement, voire les rêves les plus exagérés du progrès matériel. La pensée est énergie. La pensée active est énergie active. La pensée concentrée est énergie concentrée. La pensée concentrée sur un but défini se transforme en pouvoir. Tel est le pouvoir utilisé par ceux qui ne croient ni en la vertu de la pauvreté, ni en la beauté de l'abnégation, mais qui les perçoivent comme la parole des faibles. La capacité de recevoir et de manifester ce pouvoir repose sur la capacité de reconnaître l'énergie infinie à jamais présente en l'homme. Cette énergie qui crée et recrée constamment son corps et son esprit et qui est prête, à tout moment, à se manifester à travers lui de n'importe quelle manière utile. Toute manifestation dans la vie externe de la personne sera exactement proportionnelle à sa reconnaissance de cette vérité. La deuxième partie explique la méthode par laquelle ceci s'accomplit. Les opérations de l'esprit sont produites par deux modes d'activité parallèles. L'un est conscient et l'autre inconscient. Le professeur Davidson dit « Celui qui croit éclairer la gamme entière de l'action mentale par la lumière de sa propre conscience n'est pas différent de celui qui tenterait d'éclairer l'univers à l'aide d'une chandelle. » Les processus logiques inconscients sont menés avec une certitude et une régularité telle que toute possibilité d'erreur serait impossible. Notre esprit est ainsi conçu qu'il nous prépare les bases les plus solides de la connaissance sans que nous ayons la moindre idée de son mode de fonctionnement. L'âme inconsciente, telle une bienveillante étrangère, fonctionne et agit à notre avantage en ne déposant en notre sein que le fruit mûr. Ainsi, l'analyse ultime des processus de la pensée nous montre que l'inconscient est le théâtre des plus importants phénomènes mentaux. C'est grâce à l'inconscient que Shakespeare doit avoir aperçu sans effort les grandes vérités cachées au conscient de l'étudiant, que Phidias a façonné le marbre et le bronze, que Raphaël a peint ses madones et que Beethoven a composé ses symphonies. La facilité et la perfection reposent entièrement sur le degré auquel nous cessons de dépendre de la conscience. La parfaite exécution d'activités telles que jouer du piano, patiner, taper à la machine et entreprendre avec habileté dépend du processus de l'inconscient. Le prodige dont fait preuve celui qui joue un morceau brillant au piano tout en menant une conversation vigoureuse montre la grandeur de nos pouvoirs inconscients. Nous sommes tous conscients de notre dépendance de l'inconscient. Plus nos pensées sont grandes, nobles, brillantes, plus il nous est
évident que leur origine dépasse notre compétence. Nous nous trouvons dotés de tact, d'instinct, du sens du beau dans l'art, dans la musique, etc., alors que nous sommes totalement inconscients de leur origine ou de leur localisation. La valeur de l'inconscient est énorme. Il nous inspire. Il nous avertit. Il nous fournit des noms, des faits et des scènes provenant de l'entrepôt de notre mémoire. Il dirige nos pensées, nos goûts et accomplit des tâches si complexes qu'aucun esprit conscient, même s'il en avait le pouvoir, n'est capable de réaliser. Nous pouvons marcher à notre guise. Nous pouvons soulever le bras quand bon nous semble. Nous pouvons porter notre attention sur n'importe quel sujet à notre guise en utilisant notre vision et notre ouïe. Toutefois, nous ne pouvons arrêter les battements de notre cœur, ni notre circulation sanguine, ni notre croissance, ni la formation de nos tissus nerveux et musculaires, ni la construction de nos os, ni bien d'autres de ces importants processus vitaux. Si nous comparons ces deux ensembles d'actions, celle décrétée par la volonté du moment et l'autre qui suit un cours majestueux et rythmique, soumise à aucune indécision mais constante, nous ressentons le plus grand respect pour cette dernière et demandons à en percer le mystère. Nous voyons immédiatement que ce sont là les processus vitaux de notre vie physique et nous ne pouvons éviter d'en conclure que ces fonctions capitales sont soustraites à dessein du domaine de notre volonté extérieure avec ses variations et ses transitions et placées sous la direction d'un pouvoir permanent et fiable. De ces deux pouvoirs, l'extérieur et le variable a été dénommé l'esprit conscient ou l'esprit objectif, traitant des objets extérieurs. Le pouvoir intérieur est appelé l'esprit subconscient ou l'esprit subjectif et, outre son travail sur le plan mental, il contrôle les fonctions naturelles qui rendent la vie physique possible. Il nous est nécessaire d'avoir une compréhension claire de leurs fonctions respectives sur le plan mental, de même que de certains autres principes de base. Percevant et fonctionnant à partir des 5 sens physiques, le conscient traite les impressions et les objets de la vie extérieure. Il a la faculté de discrimination qui implique la responsabilité du choix. Il a le pouvoir du raisonnement, qu'il soit inductif, déductif, analytique ou syllogistique. Et ce pouvoir peut être développé à un degré élevé. C'est le siège de la volonté avec toutes les énergies qui en découlent. Non seulement il peut impressionner d'autres esprits, mais il peut diriger l'inconscient. En ce sens, le conscient est souverain et joue le rôle de gardien responsable de l'inconscient. C'est cette haute fonction qui est à même de renverser complètement les conditions de votre vie. Il est souvent avéré que les états de peur, de soucis, de pauvreté, de maladie, de désharmonie et de maux de toutes sortes nous dominent en raison des fausses suggestions que l'inconscient sans surveillance accepte. Tout ceci peut être entièrement évité par l'action protectrice et vigilante du conscient exercé. On peut ainsi correctement l'appeler le gardien de la porte du royaume de l'inconscient. Un auteur a exprimé ainsi la principale distinction entre les deux phases de l'esprit. Le conscient est la volonté douée de raison. L'inconscient est le désir instinctif, le résultat de la volonté douée de raison passée. L'inconscient tire des conclusions justes et précises des hypothèses fournies par les sources extérieures.
Lorsque l'hypothèse est vraie, l'inconscient en tire une conclusion parfaite. Mais lorsque l'hypothèse ou la suggestion est fausse, la structure tout entière s'effondre. L'inconscient ne s'engage pas dans le processus de démonstration. Il se repose sur le conscient, le gardien de la porte, pour se prémunir contre les impressions erronées. Admettant toute suggestion comme vraie, l'inconscient se met immédiatement à agir sur celle-ci dans la totalité de son champ de travail étendu. Le conscient peut suggérer la vérité ou l'erreur. Dans ce dernier cas, c'est au péril de l'être tout entier. Le conscient doit être vigilant à tout moment aux heures d'éveil. Lorsque le conscient, le gardien, manque de vigilance ou qu'il suspend son calme, jugement, en raison d'une multitude de circonstances, l'inconscient demeure alors sans surveillance et est vulnérable aux suggestions provenant de toutes les sources possibles. Les conditions les plus dangereuses se révèlent durant l'excitation sauvage de la panique, au sommet de la colère, lors des impulsions de la foule irresponsable ou à tout autre moment de passion outrancière. L'inconscient est alors ouvert à la suggestion de la peur, de la haine, de l'égoïsme, de la culpabilité, de l'auto-dévalorisation et d'autres forces négatives dérivées des personnes ou des circonstances environnantes. Le résultat est habituellement malsain à l'extrême et entraîne des conséquences pouvant l'affliger pendant longtemps. D'où l'extrême importance de protéger l'inconscient des fausses impressions. L'inconscient perçoit par l'intuition. Par conséquent, ces processus sont rapides. Il n'attend pas les méthodes lentes du raisonnement conscient. En fait, il ne peut pas les utiliser. L'inconscient ne dort jamais, ne se repose jamais, pas plus que votre cœur ou votre sang. Il a été constaté qu'en énonçant simplement à l'inconscient certaines choses spécifiques à accomplir, il met en mouvement des forces qui mènent au résultat désiré. Nous nous trouvons ici devant une source de pouvoir qui nous met en relation avec l'omnipotence. Nous voici en présence d'un principe profond qui vaut la peine d'être étudié très sérieusement. Le fonctionnement de cette loi est intéressant. Ceux qui l'appliquent constatent que lorsqu'ils s'en vont rencontrer la personne avec laquelle ils anticipent une entrevue difficile, quelque chose les a devancés et a dissous les différences supposées. Tout a changé, tout est harmonieux. Ils constatent que lorsqu'une difficulté d'ordre commercial surgit, ils peuvent se permettre de la retarder et que quelque chose leur suggère la solution appropriée. Tout s'arrange pour le mieux. En fait, ceux qui ont appris à faire confiance à leur inconscient constatent qu'ils disposent d'infinies ressources à leur service. L'inconscient est le siège de nos principes et de nos aspirations. C'est la source de nos idéaux artistiques et altruistes. Ces instincts ne peuvent être renversés que par un processus complexe et élaboré visant à miner ces principes innés. L'inconscient ne peut contester. Par conséquent, s'il a accepté de fausses suggestions, la méthode la plus sûre pour les surmonter consiste à utiliser une forte contre-suggestion fréquemment répétée que l'esprit doit accepter et à former de ce fait de nouvelles et saines habitudes de pensée et de vie parce que l'inconscient est le siège de l'habitude. Ce que nous faisons encore et encore devient mécanique. Il ne s'agit plus d'un acte de jugement, mais de creuser un sillon profond dans l'inconscient. Ceci est bénéfique pour nous si l'habitude est saine et exacte. Si elle est nocive et erronée, le remède consiste à reconnaître l'omnipotence de l'inconscient et à nous suggérer la liberté réelle qui est la nôtre actuellement. L'inconscient étant créateur et un avec notre source divine, il va immédiatement créer la liberté suggérée. Résumons-nous. Les fonctions normales de l'inconscient sur le côté physique concernent les processus réguliers et vitaux, la conservation de la vie et la restauration de la santé, ainsi que le souci de la progéniture qui implique un désir instinctif de préserver toute vie et d'améliorer généralement ses conditions. Du côté mental, c'est l'entrepôt de la mémoire. Il héberge les merveilleux messagers de la pensée qui travaillent sans être entravés par le temps ou l'espace. C'est la fontaine
de l'initiative pratique et des forces constructives de la vie. C'est le siège de l'habitude. Du côté spirituel, c'est la source des idéaux, de l'aspiration, de l'imagination et le canal par lequel nous reconnaissons notre source divine, et dans la mesure où nous reconnaissons cette divinité, nous communions avec la source du pouvoir. On peut se demander, comment l'inconscient change-t-il les conditions? La réponse est parce que l'inconscient est une partie de l'esprit universel et qu'une partie doit être la même en nature et en qualité que le tout. La seule différence se situe sur le plan du degré. Le tout, comme nous le savons, est créateur. En fait, c'est le seul créateur qui soit. Par conséquent, nous constatons que l'esprit est créateur et comme la pensée est la seule activité de l'esprit, la pensée doit nécessairement être créatrice, elle aussi. Mais nous constaterons qu'il y a une grande différence entre simplement penser et consciemment diriger notre pensée systématiquement et de manière constructive. Lorsque nous procédons ainsi, nous harmonisons notre esprit avec l'esprit universel. Nous nous accordons avec l'infini. Nous appliquons la force la plus puissante qui existe, le pouvoir créateur de l'esprit universel. Ceci, comme tout le reste, est régi par une loi naturelle. Il s'agit de la loi de l'attraction selon laquelle l'esprit est le créateur et se met automatiquement en corrélation avec son objet pour le manifester. Il s'agit de la loi de l'attraction selon laquelle l'esprit est créateur et se met automatiquement en corrélation avec son objet pour le manifester. La semaine dernière, je vous ai donné un exercice qui devait vous permettre d'assurer le contrôle de votre corps physique. Si vous l'avez accompli, vous êtes prêt à continuer. Cette fois, vous allez apprendre à contrôler vos pensées. Si possible, prenez toujours la même pièce, la même chaise et la même position. Dans certaines circonstances, ce n'est pas toujours possible d'utiliser la même pièce. Si c'est le cas, exploitez simplement au mieux les conditions disponibles. Maintenant, demeurez parfaitement calme, comme lors de l'exercice précédent, mais neutralisez toute pensée. Ceci vous permettra de contrôler vos pensées de préoccupation, de soucis et de peur, et vous permettra d'entretenir seulement les pensées que vous désirez. Poursuivez cet exercice jusqu'à le maîtriser totalement. Vous ne pourrez pas poursuivre cet exercice au-delà d'un certain temps, mais c'est une précieuse application parce qu'il vous offre une démonstration très pratique du grand nombre de pensées qui tentent constamment d'accéder à votre monde mental. La semaine prochaine, vous recevrez les instructions relatives à un exercice susceptible d'être un peu plus intéressant, mais il est nécessaire que vous maîtrisiez d'abord celui-ci. La cause et l'effet sont aussi absolus et constants dans le royaume caché de la pensée que dans le royaume des choses visibles et matérielles. L'esprit est le maître tisserand du vêtement intérieur du caractère et du vêtement extérieur des circonstances. James Allen.